d'avoir accepté notre invitation et nous retrouvons avec joie notre lumineux collaborateur que nous aimons d'amour, Georges Leroux, professeur émérite au département de philosophie de l'UQAM. Bonjour Georges. Oui, bonjour. Vous avez lu pour nous Au bord de la démocratie de Martin Delèche. C'est un docteur en sciences politiques de l'Université de Leuven en Belgique. On dit qu'il apporte un éclairage inédit sur la notion de frontières dans les démocraties. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture? Aimez-vous Donald Trump? C'est une question. Mais c'est le point. C'est pas le point de départ du livre, Oui. mais on pourrait dire le livre éclaire la question du mur mexicain. Mais voilà. Et de tous les murs, de toutes les frontières. Et du déplacement des populations. déplacement. Ils sont plus de 60 Oui. millions à l'heure actuelle. Hein, Oui, absolument. sur la planète. Oui. Oui. Merci Georges. Oui, Bienvenue merci. à tous ceux qui joignent à nous. On a lu. Nos collègues de la CBC rapportaient le 10 janvier dernier que le nombre de demandeurs d'asile mexicains est en augmentation au Canada, conséquence évidente du discours de Donald Trump, dont le projet de construire un mur, sachons-le, entre les États-Unis et le Mexique continue de faire partie de ses priorités à titre de président des États-Unis. En quoi les frontières sont associées aux institutions démocratiques? Le chercheur Martin Delèche, associé à l'Université de Leuven en Belgique, s'intéresse à cet aspect très important de l'actualité géopolitique, alors que l'on estime à plus de 65 millions le nombre de personnes déplacées dans le monde. Georges Leroux, notre collaborateur bien-aimé, professeur émérite au département de philosophie de l'UQAM, a lu pour nous Au bord de la démocratie. C'est l'ouvrage de Martin Delèche, Georges, dont nous parlions en ouverture de deuxième heure. Vous disiez que c'est en lien direct avec ce projet de mur qui continue d'habiter la rhétorique de Donald Trump, d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire que quand professeur Delèche écrit ce livre, c'est sûr que Trump n'est pas encore là, mais tous les murs des 50, 60 du siècle dernier, en fait, sont dans son livre. C'est-à-dire qu'il est face à tous ces murs et il se pose la question que le philosophe doit se poser, comment justifier l'exclusion? Oui. Et c'est vraiment la grande question que nos démocraties doivent se poser. J'apprenais avant-hier que le gouvernement du Québec a mis fin, espérons de manière provisoire, à l'accueil des réfugiés syriens. C'est-à-dire qu'il y a trop de demandes. Les Québécois sont trop généreux, semble-t-il, pour parrainer des dossiers de réfugiés, mais ça entraîne une réponse paradoxale, c'est-à-dire que il y en a tout un paquet qui vont devoir attendre pas mal plus longtemps. Alors, À cause des notions bureaucratiques. À cause C'est le parrainage, en fait. Oui, C'est le c'est parrainage, les donc, parrainages privés. C'est ça. C'est très compliqué. C'est suspendu. Alors, on est dans une situation où, bon, il y a beaucoup de choses ici qui sont Ouais. traitées dans ce livre, les politiques migratoires, bien entendu, mais surtout les questions que j'appellerais de principe. Regardons juste ce qui se passe à Jérusalem, c'est-à-dire le mur Absolument. d'enclave qui protège supposément donc Israël des menées palestiniennes. C'est une enclave de séparation. Mais aussi les nouveaux murs de toute nature qui ont été érigés sur les routes des migrants maritimes, les migrants méditerranéens qui remontent à travers l'Italie à partir de l'île de Lampedusa. Il y en a de plus en plus en Hongrie, en Serbie, en Pologne même. Alors, ces frontières sont déplacées et ce sont des répétitions de toutes les violences qui affectent les frontières. Il y a juste la dernière année, il faut pas chercher très loin, on regarde les violences de la Russie en Crimée, le déplacement des frontières en Ukraine. Bon, alors, il n'y a pas besoin de chercher très loin pour avoir un répertoire très, très complexe. Non, on construit de plus en plus de murs. Vous savez que c'est l'objet principal de travail de notre collaboratrice bien-aimée, Oui, Elisabeth Vallet, votre collègue de l'UQAM. Oui, qui avait organisé un grand colloque là-dessus l'année dernière, je pense. Alors, comment aborder ces questions? La première réponse, c'est de se dire que les frontières sont l'expression de la souveraineté nationale et que donc les philosophes ont quelque chose à dire sur les fondements de la souveraineté. À partir de quoi est-ce que nous sommes si certains que l'espace que nous occupons, en gros le territoire, est le nôtre? Comment on peut le justifier? En fait, il n'y a pas de justification absolue. Ces frontières-là sont historiques la plupart du temps, elles sont contingentes, et les exemples récents nous montrent que ces frontières sont tout le temps, déplaçables. On peut, si on a un motif de le faire, on va le faire. L'exemple de la Russie, et même leur réédification est très aléatoire dans toute l'histoire récente du 20e siècle. On a tracé des frontières allègrement en Afrique, notamment. En Afrique, l'histoire de la frontière entre l'Irak et la Syrie, c'est un exemple. La création des États, l'État de l'Irak est un très bon exemple. Donc, il y a cet aspect où la théorie de la souveraineté, disons ça comme ça, en philosophie politique, est pas particulièrement satisfaisante pour justifier les frontières. Alors, ça, c'est le premier aspect.
L'autre aspect, c'est le cosmopolitisme, le droit cosmopolitique. Le grand idéal qui était déjà dans l'Empire romain, revendiqué par les stoïciens, repris par Kant à l'époque des Lumières, l'idée qu'en fin de compte, on devrait avoir une citoyenneté universelle en vue d'un projet de paix perpétuelle, c'est le titre de l'essai de Kant, et que donc, il faudrait avoir des positions décidées à l'échelle de la Société des Nations, aujourd'hui les Nations Unies, pour penser les droits des migrants économiques, les droits de ceux qui sont des demandeurs d'asile, en fin de compte. Et là-dessus aussi, la philosophie politique veut intervenir et voudrait dire des choses, ne serait-ce qu'en regardant les chiffres. Vous vous rappelez d'ailleurs une situation qui est difficile, mais j'ai découvert en lisant ce livre un réseau formidable d'ailleurs, qui s'appelle le réseau Migre Europe, donc ça s'écrit comme ça se prononce. Et sur ce réseau, c'est un observatoire, on voit le décompte de tous les mouvements de population aujourd'hui et de toutes les législations dans les États nationaux qui cherchent à les contraindre, comme c'est le cas par exemple du programme politique de François Fillon, probable futur président de la République. Marine Le Pen sera en avance devant lui, mais on ne peut pas dire qu'elle est plus favorable à l'accueil des réfugiés. Ce serait juste pire, c'est ça. Alors, ce réseau nous dit, par exemple, que l'année dernière et l'année d'avant, en 2014, chaque année, il y a plus de 3000 personnes qui ont perdu la vie en tentant d'entrer clandestinement sur le territoire européen. À ça, vous devez ajouter les 5 millions de clandestins qui vivent sur le territoire sans papier sans sont très nombreux en Italie et en France notamment. Absolument. C'est l'Italie en particulier et pas juste la France. Et donc là, il y a un problème qui est le problème. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui d'un idéal cosmopolitique? On voudrait les accueillir. Est-ce que ce serait possible, etc. Et finalement, il y a une troisième segment, un troisième volet de ce livre, qui est l'idéal, l'utopie finalement d'une citoyenneté universelle où les Nations Unies évolueraient de plus en plus vers un droit commun. Et ce droit commun, évidemment, il va mettre du temps à s'établir. Alors moi, j'aimerais, je peux pas parler de tout ce qu'il y a dans ce merveilleux livre. J'ai trouvé tellement de choses passionnantes. Comme en général en philosophie politique, je trouve que c'est un domaine où la réflexion est vraiment de pointe dans le moment. La première question, c'est comment justifier l'exclusion? Parce que nous excluons, et pourtant, comme démocrates, nous sommes persuadés que tous les êtres humains sont titulaires des mêmes droits que nous. Et on adhère à ces principes. On adhère à ces principes. Alors, on voit quelqu'un à notre porte, démuni, souvent en détresse, ne possédant pas ce qu'il faut pour survivre, et nous, on a en quelque sorte la terrible responsabilité de dire oui ou non. Et donc, on délibère là-dessus, bien entendu, et on peut même faire des élections là-dessus, comme l'élection française va se faire un ça va être un point déterminant. Ça va être absolument un point déterminant. Même chose en Allemagne, cela dit, parce qu'on reproche beaucoup à Mme Merkel d'avoir été très accueillante à l'égard des réfugiés. Oui, alors justement, elle, j'ai beaucoup d'admiration pour elle jusqu'à maintenant, si j'ose dire. C'est-à-dire, je me demande si elle va reculer beaucoup. Parce qu'elle a ouvert grandes les portes de l'Allemagne aux réfugiés syriens, comme beaucoup de pays d'ailleurs du Nord. Et maintenant, elle se retrouve face à la réalité. C'est que sur le terrain, il y a beaucoup de citoyens qui veulent pas tant qui sont mécontents. Et elle a des adversaires politiques qui montent et qui tiennent un discours très xénophobe. Là. Absolument. Alors, la philosophie politique ici a une première réponse. C'est la suivante. C'est que même si on pouvait les abolir, les frontières, parce qu'on les jugerait arbitraires, contingentes, historiques, etc. Il serait peut-être pas souhaitable de le faire parce que la démocratie a besoin d'un espace délimité pour délibérer. Alors, on délibère au niveau, disons, local, on délibère dans notre travail, on délibère dans notre municipalité, dans notre province, et ainsi de suite. Et si on abolissait les frontières à l'échelle universelle, la délimitation qui nous permet de considérer les membres de la délibération comme étant justifié d'être là, nous manquerait. C'est le besoin d'un démos. C'est le besoin d'un peuple, exactement, d'un démos qui délibère. C'est le besoin d'une cité qui agit, qui prend des décisions et ainsi de suite. Donc, il y a une justification philosophique, politique à l'existence des frontières, mais ces frontières
nous fait remarquer le philosophe, sont absolument menacés par la mondialisation de tous les échanges. Par exemple, la régulation de l'Internet. C'est une frontière qu'un État peut décider d'établir. Oui. Il peut décider qu'il barre l'Internet pour sa population, comme en Chine, disons. Bien sûr. Et dans d'autres États, au contraire, l'Internet va, se répandre sans barrière. Alors, le marché, la mondialisation du marché, et ainsi de suite. Donc, la frontière, notre frontière démocratique, la frontière du démo, justement, comme Joseph Yvon le dit si bien, cette frontière-là est très, très complexe parce que on doit s'apercevoir que les frontières contiennent de plus en plus les populations de classe moyenne ou démunies et qu'elles ont tendance à complètement s'effacer pour les élites mondialisées. Et ça, c'est vrai. Et je crois que oui. Ah, ben oui. Je crois que on doit absolument le... Dans le terme, par exemple, en ce qui a trait à l'achat des appartements, l'immobilier, par exemple. Dieu, oui. New York, Ça, oui. bon, on le sait, c'est un des problèmes de la ville. D'ailleurs, la plupart des grands appartements de Manhattan sont achetés par des ressortissants russes, l'évasion appartiennent. fiscale. Mais voilà, L'évasion l'évasion fiscale. Vancouver, ici au Canada. Ben évidemment. oui. Et les Chinois. Ben oui. Oui, même Montréal, paraît-il. Oui, Alors, oui, absolument. Donc, il y a donc un problématique très complexe. Je ne peux pas en dire davantage sur ce premier point, sur les justifications de l'exclusion. Elles sont très nombreuses et les seules où nos démocraties arrivent à produire une justification qui paraît aux citoyens satisfaisante, c'est quand on justifie le passage des frontières par des besoins économiques qui nous sont propres. Et alors, les philosophes produisent deux critères qui sont plus ou moins discutés aux États-Unis. C'est que si vous êtes devant la détresse absolue de celui qui demande asile ou refuge chez vous, vous devez l'accueillir parce que c'est un droit humain. Mais où commence la distinction et la délimitation entre sa détresse absolue et la détresse relative? Ou est-ce qu'il est dans une pauvreté telle que vous ne pouvez pas ne pas l'accueillir? Alors, ce type de problème, là, je dois le dire très franchement, ça donne le vertige et ça nous fait nous rendre compte à quel point dans les pays où nos frontières sont, disons-le, stables et sereines, on pourrait dire ça comme ça. Nous, on est protégé par la géographie. On est a protégé simplement par 3 deux océans, exactement. Absolument, 3. Oui. Alors, On doit passer les douanes à Montréal. Par Et l'avion. encore protégé, parce qu'évidemment, on sait que les Russes ont des visées vers le nord, au-dessus de nous. Là. C'est une des choses de bonnes, peut-être. Oui, mais il n'y a pas de grands immigrants qui arrivent par là. Non, ça c'est sûr. Mais il y a une quand même, volonté pas quand mal même de- économique et pas mal politique de- pas de mal s'accaparer le territoire. Hein? Ouais. Ça, c'est juste. Ouais. Alors, la fin du livre est absolument superbe, je dois le dire. C'est un des plus beaux textes que j'ai lus les dernières années parce que c'est une réflexion sur le devoir d'hospitalité à partir de Kant. Le chapitre sur Kant est remarquable. Si on avait le temps, on lirait les passages de Kant qui concerne l'accueil de l'autre. Et surtout, bon, Kant écrit ça en 1784. Mais le déplacement des gens, ça date du début de l'histoire de l'humanité. Absolument. Là. Et lui, il appelle à la construction d'une cité mondiale où il y aurait une citoyenneté qui ne serait pas sujette au refus et au refoulement sauvage. Alors, il n'y a rien vu encore de ce que nous, on a vécu. Il n'a pas connu le nazisme non plus. Et il connaît surtout pas les apories, les impasses constantes du Conseil de sécurité des Nations Unies, où un veto de la Russie ou change tout. Change Mais absolument tout et va Mais bloquer des gens. Et regardez ce qui s'est passé encore récemment. Donc, le devoir d'accueil, le devoir d'hospitalité, il se réfère beaucoup à la pensée d'un philosophe français que j'aime beaucoup, qui est Étienne Balibar, qui réfléchit sur la frontière et qui dit c'est le devoir de l'avenir d'inventer un nouveau concept de frontière pour permettre l'exercice de la citoyenneté à tous ceux qui, précisément, sont dans des conditions de détresse. Est-ce que ça suppose un État mondial? Kant le souhaitait, c'est clair. Oui. Il voulait absolument cet État mondial. Mais je crois que Deleuze montre assez clairement dans le premier chapitre de son livre que nous avons besoin, comme Joseph Yvon l'a rappelé, d'un démos avec un périmètre. Et si on n'a pas de périmètre, comment on va faire pour discuter? Ça supposerait des institutions qui dépassent et de beaucoup les institutions actuelles. Qui n'existent pas, oui, Qui à l'heure n'existent actuelle. Alain pas. Farah. Oui, puis moi, tout ce que j'entends dans ce que Georges dit, puis encore plus quand il cite Balibar, c'est tout un problème qui se surajoute, qui est celui des exclus de l'intérieur. En plus. Donc, c'est une question qui est différente, mais c'est une réalité, donc,
qui est aussi extrêmement... Les marginalisés, vous voulez dire les pauvres, bon, qui vivent dans des conditions extrêmes, qui font d'eux des fantômes d'une certaine façon. Ou même au Canada, la situation des réserves, c'est une forme de frontière. Absolument. Les Autochtones. Les enclaves autochtones, c'est une illustration dramatique de cette problématique-là. Tout ce que vous dites, moi, ça m'amène beaucoup à nos souverainetés individuelles. Nous, comme êtres humains, est-ce qu'on est souverain de nos propres vies, finalement? Est-ce qu'on est souverain face aux gens autour de nous, face aux familles, face aux entreprises, face au gouvernement? Puis c'est aussi la fin, d'une certaine façon, des États-nations par rapport aux entreprises et aux grandes alliances commerciales qui, finalement, sont en train de... Et l'espèce d'une espèce de post-nationalisme, comme le prétendait un éditorial du Guardian le week-end dernier. Hein? Oui, mais disons que ce concept-là n'est pas actif dans le livre, mais il est clair qu'on est chez un penseur, et je l'estime beaucoup, qui accepte que la théorie politique, disons, des 50 dernières années est un peu en faillite sur la question de la frontière. Parce qu'elle a été faite par John Rawls et par d'autres à partir de ce qu'on appelle le monde westphalien, c'est-à-dire le monde où les États-nations, comme dit Thomas, sont constitués. Et là, on entre dans un monde où ce type de frontière n'a plus tout à fait la même légitimité. À lire, donc, c'est accessible, Georges? Ah oui, absolument. Au bord de la démocratie de Martin Deloche, c'est publié chez la collection classique Garnier, collection politique. Merci beaucoup, Georges Leroux.